Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, pour cet atelier qui est prévu pour durer 1 heure, je vais essayer de l'animer donc en 45 minutes ou un peu moins, même si c'est possible, pour traiter donc des incidences du Covid-19 sur les comptes des associations et leur gouvernance. Je me présente, donc je m'appelle Philippe Gay, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis membre de la commission association de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et j'interviens également donc auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, notamment pour assurer la publication et la présentation des différents ouvrages de l'ordre. Je vous en reparlerai tout à l'heure, donc à la fin de la présentation. Cet atelier donc est particulièrement orienté donc sur des précisions en matière comptable pour vous donner quelques axes de réflexion et d'orientation, notamment pour la préparation de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020, dans le cadre du contexte de la pandémie du Covid-19 qu'on a connu et qui est tout au long de cette année, qui ont perturbé à 2 reprises le déroulement normal des activités des associations. C'est vrai qu'on a connu donc une première période avec le confinement donc au printemps 2019 et nous vivons encore actuellement donc une seconde période de confinement avec des mesures de fermeture d'activité et qui sont alliés donc à des dispositions gouvernementales qui ont pour but de permettre aux associations de passer au travers de ces difficultés autant bien dans la mesure du possible, notamment pour faire face donc aux difficultés de trésorerie que cela engendre. C'est un événement d'ampleur internationale qu'on est en train de vivre, qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant, tant sur le plan sanitaire, social, économique et humain. Et c'est vrai que je dirais, les conséquences d'un tel événement, obligatoirement, donc vont s'inscrire dans les comptes qu'on va arrêter, ou que la plupart des associations arrêtent je dirais, au 31 décembre 2020, mais peuvent également être en cours d'établissement parce que des associations peuvent arrêter leur compte tout au cours de l'année 2020 et pas mal d'associations ont arrêté leur compte au 31 août, au 30 septembre ou même à d'autres dates. Juste un petit retour en arrière, un petit regard dans le rétroviseur. Comme la première période de confinement est intervenue donc le 11 mars 2020, on était encore à cette époque-là donc sur une période de clôture des comptes des exercices 2019 et pour rappeler qu'effectivement les décisions de confinement qui sont intervenues en début d'année n'avaient aucun impact sur les écritures comptables 2019 et que la recommandation qui était donnée par l'autorité des normes comptables, l'ANC, et par toutes les instances professionnelles en matière comptable, c'était que cette information devait être donnée dans l'annexe aux comptes annuels sur laquelle les associations étaient invitées à préciser que l'arrêt d'activité ou l'ouverture de la période de confinement avait ou non déjà des conséquences sur les comptes de l'association, mais n'avait pas de conséquences directes sur la clôture des comptes au 31 décembre 2019. Par contre, depuis, effectivement, comme on le voit, il y avait un impact certain sur ces comptes à établir au 31 décembre 2020 ou tout au long de l'année 2020. Alors, compte tenu du caractère invisible de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, aujourd'hui, on est sur une deuxième vague d'attaque de la pandémie. Et bien, effectivement, aujourd'hui, on a des transcriptions comptables qui vont s'imposer à nous, soit comptables, soit à transcrire également dans l'annexe aux comptes annuels, qu'on puisse les estimer ou non, et on doit apporter cette information dans les comptes et dans l'annexe. Alors, quelle est la position des autorités comptables, du régulateur comptable
En ce qui concerne donc l'ANC, l'autorité des normes comptables, celle-ci nous a recommandé donc de dire que ce soit pour les comptes 2019 et également pour les comptes suivants, pour ceux qu'on va être en train d'arrêter pour 2020, le principe de continuité d'exploitation n'étant pas remis en cause, l'ANC recommande de considérer que toutes les charges et les produits liés donc à la situation de crise dans laquelle on se trouve ne soient pas considérées comme des opérations exceptionnelles, mais doivent être considérées comme des opérations d'exploitation. Donc, on va voir comment la transcription comptable doit s'opérer, mais en tout cas, je dirais, on va éviter donc de transcrire ces opérations dans les rubriques du résultat d'exploitation. Selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes, le commissaire aux comptes de l'association pourra, s'il le juge pertinent, formuler une observation dans son rapport sur les comptes annuels sans que cela remette en cause d'une manière fondamentale l'opinion qu'il va exercer, mais il peut accompagner effectivement son opinion d'une information complémentaire à celle qui est fournie dans l'annexe aux comptes annuels au titre de Covid-19, à partir du moment où il va formuler cette information, eh bien, il devra en assurer le suivi dans son rapport sur les comptes annuels des exercices suivants. Donc, en conclusion, pour les exercices clos au 31 décembre 2020, ben, il convient de mettre dans l'annexe aux comptes annuels une information donnant les impacts connus et inscrits dans les comptes annuels, ou ceux qui sont inscrits, bien évidemment, et qui feront l'objet d'un suivi sur les mois suivants et sur l'exercice suivant. Alors, pour résumer, d'une manière un peu inventaire à l'après-vert, les mesures de soutien au secteur non marchand se concrétisent d'une manière générale, soit par des soutiens aux emplois salariés, donc c'est le chômage partiel qui a été mis en place par les pouvoirs publics, on va en reparler en détail, les subventions et avant ces marchés publics, des mesures spécifiques ont été prises au travers d'une ordonnance publiée par le Premier ministre au mois de mai 2020. Je vais vous la décrire en détail parce qu'elle va avoir bien sûr des impacts comptables non négligeables sur lesquels il faudra se pencher à la clôture des comptes 2020. Le bénévolat, qui lui est plutôt un phénomène économique et qui ne se transcrit pas en flux financiers, mais qui peut avoir une incidence non négligeable également sur la présentation des comptes. Les mesures de soutien à la trésorerie, qui sont des mesures également qui émanent des pouvoirs publics, et on va en reparler. Les dons pour lutter contre l'épidémie, parce que certaines associations qui ne bénéficient pas de soutien public sous forme de subvention, par exemple, se sont tournées vers des appels à la générosité du public. Et du coup, il convient de s'assurer que les appels à la générosité sont correctement comptabilisés, notamment à la clôture des comptes au 31 décembre 2020. Et puis, selon les secteurs d'activité, vous allez on peut être en présence d'associations qui reçoivent des aides spécifiques à certains secteurs, comme les ESAT, le secteur médico-social, et également des aides spécifiques des collectivités locales aux associations, que ce soit dans le secteur sportif, dans le secteur de l'insertion ou dans le secteur de la culture. Donc on voit que selon les secteurs dans lesquels les associations évoluent, elles vont bénéficier de soutien et d'aides divers et variés qui doivent être transcrites correctement en matière comptable. Alors, sans être exhaustif, puisque ce serait impossible de traiter la totalité de ces aides en une heure, on va prendre les mesures les plus globales et qui touchent la majorité des associations avec leur traitement comptable. L'allocation d'activité partielle, pour commencer par celle-ci, lorsque l'association a décidé de mettre au chômage partiel et peut bénéficier
d'allocation de chômage partiel pour les salariés dans le cadre donc d'un arrêt d'activité lié donc à la période de confinement, eh bien, ces allocations sont comptabilisées dès que l'association respecte les conditions de fond et de forme, et elles doivent être comptabilisées donc au crédit du compte de charges personnelles, donc dans un compte 641 900. Il faudra bien évidemment, à la clôture des comptes, s'assurer que toutes les allocations acquises, même si elles ne sont pas effectivement perçues, soient comptabilisées, y compris en produits à recevoir. En ce qui concerne l'aide du fonds de garantie, certaines associations ont pu être éligibles au fonds de solidarité, plutôt moins nombreuses que ce qu'on avait pensé. L'allocation fonds de solidarité de 1 500 € par mois à 10 000 € selon les cas, puisque maintenant, dans le cadre de la deuxième période de confinement, on a vu que cette aide a été majorée à 10 000 € pour certains cas ou certains secteurs d'activité. Il s'agit purement et tout simplement de subventions à comptabiliser donc dans les comptes 74, c'est-à-dire donc effectivement des contributions publiques. En ce qui concerne les prêts garantis par l'État, les associations qui ont bénéficié d'emprunts auprès des établissements de crédit vont les comptabiliser comme des emprunts financiers au crédit d'un compte 164 et vont les intégrer donc dans les rubriques de dette auprès des établissements de crédit. Le coût de la garantie pour un prêt de 12 mois étant inscrit, lui, en charge si l'association donc doit honorer de telles charges. L'emprunt en lui-même figure dans les dettes à plus d'un an. Bien entendu, toutes le détail correspondant donc à la mise en place de ces emprunts doit être signifié et précisé dans l'annexe au compte annuel. Lorsque l'association a bénéficié de report, de rééchelonnement de dette, qu'il s'agisse de remboursement de report liés à des remboursements de dettes financières ou de rééchelonnement et de report de dettes fiscales et sociales ou même de dettes commerciales, eh bien, il n'y a pas d'impact sur la comptabilisation ni sur son montant. Par contre, c'est dans le tableau de répartition des dettes à plus d'un an, moins d'un an, et de 1 à 5 ans et plus de 5 ans, que cette information sera produite dans l'annexe aux comptes annuels. Alors, un petit focus particulier sur l'article 65 de la loi rectificative du 30 juillet 2020 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs. Ces mesures exceptionnelles d'aide aux employeurs se concrétisent à travers 4 pavés essentiels. Les associations peuvent bénéficier d'exonérations partielles de cotisations sociales. Ces exonérations de charges patronales, on commence à les voir mises en œuvre depuis le mois de septembre. Ces exonérations de charges patronales, dues au titre de la période d'interruption d'activité, afin d'apurer les dettes passées, se comptabilisent au crédit d'un compte de charges personnelles. Alors 645 900 plutôt que 641 900 comme c'est indiqué sur le diaporama, puisqu'il s'agit du crédit d'un compte de charges sociales. L'aide au paiement des cotisations sociales, il s'agit d'un crédit utilisable pour le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020, afin d'aider à la reprise d'activité. Donc il s'agit ni plus ni moins d'une subvention dont bénéficient certains employeurs, dont les associations font partie, et elles doivent être comptabilisées au crédit d'un compte de subvention reçu en 740, soit l'exonération partielle de cotisation sociale ou l'aide au paiement, dès lors qu'elles sont acquises, même si elles ne sont pas encaissées à la clôture des comptes, doivent être comptabilisées en produits à recevoir pour la partie correspondante à la période de l'exercice qu'on est en train de clôturer. Le plan d'apurement des dettes envers l'URSSAF, dont peuvent bénéficier certains employeurs, dont certaines associations, est mis en œuvre sans majoration de retard ni pénalité pour toutes les entités qui auraient encore des cotisations dues
Alors, pour l'instant, la loi du 30 juillet 2020 concerne les cotisations dues au 30 juin 2020. Nous attendons une ordonnance qui devrait proroger cette période à une période qui engloberait la deuxième période de confinement. Cette loi a été prise à l'issue de la première période de confinement. Donc, il n'y a pas d'incidence sur le résultat, qu'un aménagement sur les modalités de règlement des cotisations qui restent. Et enfin, le quatrième pavé qui offre une possibilité pour les entités de moins de 250 salariés qui n'auraient pas pu bénéficier des dispositifs que je viens d'exposer d'exonération et de crédit, de se voir octroyer des remises partielles de dette dans le cadre d'un plan d'appurement. Donc, en fait, il s'agit d'un plan d'appurement à la carte, si on peut dire. Et bien, du coup, je vous renvoie aux 3 pavés précédents pour les modalités de comptabilisation, selon que ces entités bénéficieraient d'exonération partielle de cotisation ou de crédit au paiement de ces cotisations, eh bien, vous pourriez les comptabiliser soit en réduction des charges sociales, soit au crédit du compte, soit même en aménagement des modalités de paiement de ces cotisations. Donc voilà, tous ces aménagements doivent faire l'objet de prise en considération au moment de la clôture des comptes de l'exercice clos en 2020 ou au 31 décembre 2020. D'autres questions qui peuvent se poser sur la reconnaissance et l'évaluation des actifs et passifs et du compte de résultat au moment de la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2020. La première, peut-on interrompre l'amortissement des immobilisations lors d'une période d'arrêt de l'activité? C'est vrai qu'on dispose d'un outil d'immobilisation, d'équipements qui ne sont pas utilisés pendant la période d'arrêt d'activité. Est-ce qu'on peut suspendre l'amortissement? Donc la réponse de l'ANC est non. On est propriétaire d'un bien qui doit continuer à être amorti, qu'on l'utilise ou non, sauf à ce que, dans les cas particuliers, l'amortissement soit calculé en fonction d'un nombre d'unités neuves, ce qui est relativement très très rare dans le milieu associatif. On parle plutôt là, effectivement, de modalités d'amortissement qui s'appliquent dans le milieu industriel. Quelles créances douteuses? Leur évaluation. Donc, ce deuxième pavé nous permet d'attirer votre attention sur l'examen particulier que vous devez apporter sur certaines créances. Lorsque les associations détiennent des créances envers des tiers, envers des clients, auprès desquels elles ont facturé des services ou des prestations qui n'ont toujours pas été réglées et dont le règlement devient difficile ou incertain parce que les personnes à qui vous avez facturé elles-mêmes se trouvent dans une situation financière difficile ou délicate, nous vous demandons de redoubler d'attention et d'analyse critique au moment de la clôture des comptes quant à la certitude ou l'incertitude sur l'encaissement de ces créances. Donc soyez vigilants et prudents, puisque vous savez que dans les règles de clôture des comptes, la comptabilité vous demande donc d'associer la règle de prudence et de provisionner suffisamment les créances pour lesquelles vous estimeriez qu'il y a un risque de recouvrement à terme. Le traitement comptable des annulations d'exploitation est également très intéressant à observer parce que les associations peuvent avoir négocié ou sollicité avec certains de leurs créanciers soit des annulations de factures ou des remises de factures. Alors, selon le cas, la comptabilisation donc, de ces annulations ou de ces remises va se faire distinctement. C'est ce qu'on vous précise ici. L'avoir a été émise. La contrepartie de l'annulation de la créance est inscrite en crédit du compte de charge, c'est-à-dire on annule la facture, donc on va passer l'écriture inverse. Si j'ai passé une facture d'achat en 600 dans un compte 60 ou dans un compte 61 ou 62, si le fournisseur me dit j'annule la facture, je vous fais un avoir, je vais comptabiliser mon avoir et je vais créditer
mon compte de charge. Donc, ça ne pose aucun problème. Je peux, si je veux le distinguer, créditer mon compte 609, 619 ou 629. Chez celui qui accorde l'abandon ou qui réalise l'avoir, je vais débiter un compte 709 qui est le sens inverse de la facture que j'aurais enregistrée. À la différence, lorsque j'abandonne une créance, c'est-à-dire que j'aurais émis une facture, je ne vais pas faire d'avoir, mais je vais dire j'ai une créance envers l'association qui me doit une certaine somme et j'abandonne cette créance. Cet abandon de créance a un caractère financier et là, pour le coup, c'est un don. C'est assimilé à un don. Et là, l'écriture à passer, vous voyez, nous admet à créditer un compte 758 chez le bénéficiaire ou au début du compte 658 chez l'entité qui consent l'abandon. Donc, vous voyez que le traitement comptable n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire je maintiens ma charge, mais je vais constater l'abandon de créance dans un compte 758 lorsque je vais bénéficier de cet abandon de créance. Donc, il s'agit bien de deux opérations distinctes. Et lorsque l'abandon de créance concerne l'annulation d'une dette financière, j'utiliserai les comptes 768 et 668 lorsque je suis chez l'entité qui a accordé l'abandon, puisque là, je vais respecter la nature même de l'abandon de dette ou de créance qui a un caractère financier. Donc voilà cette particularité. Alors, ici, notamment, sur les comptes 61, je traite également, vous savez, comme il y a eu beaucoup de cas évoqués sur les abandons de loyer, vous avez beaucoup d'entités, que ce soit des entreprises ou des associations, qui ont négocié avec leurs propriétaires, soit un abandon de loyer, soit une remise de loyer, ou voir certains propriétaires qui ont dit je ne fais pas d'annulation de loyer, mais je vais différer dans le temps le paiement de ces loyers. Donc on voit bien qu'on a deux situations différentes. Si le propriétaire annule son loyer, on va créditer le compte 619. Si le propriétaire n'annule pas le loyer, mais diffère dans le temps son paiement, c'est un aménagement financier, et à ce moment-là, donc, on va retrouver cette information dans les modalités de paiement de la dette envers le bailleur. Alors, maintenant, je voudrais évoquer avec vous, c'est la subvention, la circulaire du Premier ministre qui a été publiée le 6 mai 2020 concernant les subventions publiques. Alors, cette circulaire vise les subventions publiques, c'est-à-dire celles qui sont délivrées par des autorités administratives, donc les notions de subvention publique au sens juridique du terme, hein, c'est vrai que la subvention publique a été maintenant légalement définie depuis la loi du 31 juillet 2014 et est inscrite dans l'article 9.1 de la loi du 1er avril 2000. Cette circulaire adapte les délais de versement des subventions ainsi que l'évaluation dans le temps des projets et actions soutenus. Alors, elle ne vise bien sûr ni la commande publique, puisque la commande publique fait l'objet d'autres dispositifs, ni les contributions publiques versées par l'État ou les départements dans le cadre d'un contrat de gestion des éducations de services publics, comme le secteur médico-social, l'enseignement privé ou les crèches, qui, eux, obéissent à une réglementation qui est contrôlée par des tiers financeurs et qui obéissent à des règles de financement et de calcul qui sont prévues donc, dans le Code de l'action sociale et des familles. Au cas particulier, donc on est bien sur les subventions qui sont versées par une autorité administrative, donc l'État, le département, les régions, les communautés de communes, par exemple, qui versent une subvention à une association sans contrepartie au bénéfice de l'autorité administrative versante,
et laquelle subvention n'étant pas obligatoire, c'est-à-dire donc effectivement son versement est aléatoire et à la libre disposition de l'autorité versante. Alors, au cas particulier, la période de confinement dans laquelle on est entré au mois de mars faisait que on pouvait se poser la question de savoir si la subvention devait être maintenue ou reversée à l'autorité administrative. Et on a plusieurs situations qui sont évoquées dans cette circulaire, selon que l'autorité administrative, qui, en versant cette subvention, donnait un projet à réaliser à l'association, en disant à cette association, du fait de la fermeture d'activité, soit vous ne pouvez plus aujourd'hui poursuivre le projet pour lequel je vous ai versé un financement. Donc, je vous autorise à suspendre la réalisation de ce projet et vous le reprendrez lorsque le confinement sera levé. Soit j'annule le projet pour lequel, et on annule d'un commun accord, bien entendu, le projet pour lequel je vous avais versé un financement et je transmets le financement sur un autre projet, soit je vous demande de me reverser la subvention si le projet est annulé. Donc, selon tous les cas de figure dans lesquels on va se trouver, soit je diffère la réalisation du projet dans le temps, ce qui veut dire que, alors qu'un projet aurait pu être réalisé dans le courant de l'année 2020, on va avoir des projets qui sont décalés dans le temps et qui vont se retrouver en cours de réalisation au moment de la clôture du bilan au 30 décembre 2020 ou au 30 septembre 2020, si on arrête notre bilan au 30 septembre 2020. Ce qui veut dire qu'en termes comptables, il va falloir tenir compte de toutes ces modifications qui sont intervenues dans la convention de financement et de subvention. Alors, déjà, la première condition qu'on trouve ici, c'est que le bénéficiaire d'une subvention qui se trouve dans l'impossibilité de poursuivre momentanément ou définitivement l'action ou le projet subventionné du fait de la crise sanitaire, pourra invoquer la force majeure en effectuant une déclaration sur l'honneur, attestant que les mesures sanitaires rendent impossible la poursuite de ses activités et projets. Ça, c'est le premier acte administratif qui est demandé à l'association. Le deuxième point, c'est qu'un délai de 6 mois pour la remise des comptes rendus financiers est prolongé de 3 mois. Vous savez que les associations avaient toujours un délai de 6 mois pour rendre compte de leur projet, pour envoyer leur compte rendu financier. Il a été prolongé de 3 mois par l'ordonnance. On peut s'attendre là aussi à ce qu'une nouvelle ordonnance proroge à nouveau ce délai, dans la mesure où certaines associations, la deuxième période de confinement, se trouvent dans la difficulté pour envoyer ces comptes rendus financiers dans le cadre du délai de 9 mois prorogé. Alors, les 5 cas qui sont évoqués dans la circulaire, on va les examiner rapidement. Par exemple, j'ai l'obtention d'une subvention. Alors, avant le 17 mars 2020, donc avant la période de confinement, l'association avait commencé à réaliser le projet et elle a pu le poursuivre pendant le confinement ou après. Donc, il n'y a pas besoin de faire de déclaration sur l'honneur puisque je ne suis pas bloqué par la période de confinement. Et pour le coup, ici, je n'ai qu'un problème de compte-rendu administratif. J'ai éventuellement la possibilité de demander de décaler le projet d'ici la fin de l'exercice, mais ou sur l'exercice suivant, ou sur la prochaine saison scolaire ou sportive si mon projet est attaché à une périodicité scolaire ou sportive. Et là, en principe, c'est réglé par la voie d'un avenant ou d'une modification de la décision initiale. Donc, logiquement, je n'ai pas de problème pour transcrire en termes comptables les effets de cet amendement et de cet aménagement à la convention initiale. Dans le deuxième cas évoqué, j'ai obtenu une subvention toujours avant le 17 mars 2020. J'ai commencé à réaliser le projet, mais n'a pas pu continuer pendant le confinement parce qu'elle était obligée de fermer ses activités. Et en plus, elle ne pourra plus le mener parce que, du coup, la fermeture de ces activités
fait que le projet ne sera plus réalisable, n'aura plus d'intérêt à être mené. Alors là, effectivement, la déclaration sur l'honneur sera absolument nécessaire pour démontrer que ce projet n'est plus réalisable. Et là, l'association aura la possibilité de négocier avec l'autorité administrative le redéploiement des crédits non utilisés sur un autre projet de l'association elle-même ou sur le même projet réalisé, mais l'année suivante. Donc, vous voyez tout de suite qu'en termes comptables, le projet pour lequel j'ai reçu les fonds, qui est abandonné, eh bien, ces fonds vont être différés, reportés sur l'année suivante. Donc, on imagine tout de suite quelle écriture comptable va se passer. Je vais avoir des fonds dédiés sur un autre projet et sur un exercice suivant. Donc là, il y aura une écriture comptable à faire au moment de la clôture des comptes. À défaut, on peut également, et c'est ce que prévoit la circulaire, l'autorité administrative et l'association peuvent négocier la possibilité de transformer la subvention en subvention de fonctionnement. C'est-à-dire que l'association peut très bien dire oui, mais le fait que j'ai arrêté le projet, ça me met dans de grandes difficultés, voire même ça compromet mon existence. Et donc, on peut très bien négocier le fait que cette subvention devienne une subvention de fonctionnement qui permette d'éviter à l'association de déposer le bilan et de se trouver en grande difficulté. Et puis en dernier ressort, si vraiment l'autorité administrative elle n'a plus intérêt à voir mener le projet, ben, elle peut exiger la récupération des crédits publics non utilisés. Et dans le cas, on va comptabiliser donc une dette envers l'autorité administrative pour reversement des subventions déjà versées. Donc vous voyez, là, on peut imaginer les 3 cas de figure qui vont chacun avoir une incidence comptable non négligeable et complètement différente au niveau de l'arrêté des comptes. Le cas numéro 3, l'association n'a pas commencé à réaliser le projet avant et pendant la période, mais peut le commencer après. Donc, pour le coup, j'ai reçu l'argent, mais je n'ai pas commencé mon action. Et donc, je peux négocier, je peux demander avec l'autorité administrative de demander de décaler le projet d'ici la fin de l'exercice ou sur l'exercice suivant. Et je vais me retrouver dans le cas numéro 2 que j'évoquais tout à l'heure, avec une possibilité de décaler la production sur l'année suivante. Et là, je vais me retrouver sur des fonds dédiés à l'exercice suivant. Le cas numéro 4, l'association a commencé à réaliser ce projet avant et pendant la période et ne peut le faire après. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a commencé à réaliser le projet, elle doit le poursuivre, elle peut le poursuivre d'ailleurs même pendant la période de confinement. Donc là, ici, on va se retrouver devant une contrainte plutôt administrative par rapport au compte-rendu financier. Elle a la possibilité de redéployer les crédits sur un autre projet. Et là aussi, c'est une négociation, une discussion avec l'autorité administrative. Vous voyez qu'à chaque fois, on va se trouver avec un dialogue avec le financeur public pour trouver une fin harmonieuse à la réalisation de notre projet subventionné. Et puis, le dernier cas, l'association a demandé une demande de subvention, mais ne l'avait pas encore obtenue. Eh bien, là aussi, alors le cas est beaucoup plus simple. La circulaire, en fait, recommande plutôt à l'autorité administrative de ne pas bloquer l'avancement de ces demandes de financement du fait du confinement. Et leur dit, bon, vous êtes invité à instruire le plus rapidement possible la demande. Il faut que la vie associative continue à avancer malgré cette période de confinement. Donc, pour résumer, en fonction de la situation applicable à l'entité visée, la transcription comptable se fera soit en utilisant, selon cas de figure, un compte de produits constatés d'avance. Si j'ai vraiment des subventions qui correspondent à des produits qui sont constatés d'avance sur une périodicité qui est décalée dans le temps, hein, si mon projet est décalé dans le temps,
soit le compte de fonds dédié sur subvention d'exploitation, ce qui va être la plupart du temps le cas lorsque le projet est différé sur une année suivante ou sur un autre projet, soit le cas qu'on rencontre le moins souvent, où l'autorité administrative exige le reversement de la subvention parce que le projet est définitivement abandonné. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans l'annexe, à chaque situation, il faudra préciser projet par projet l'issue qui aura été réservée à chacun de ces projets et puis le traitement comptable qui accompagnera la solution retenue, ses particularités, ce report éventuel dans le temps à un autre projet. Pourquoi ce soin à apporter à cette situation? C'est parce que, et ça la circulaire l'a très bien signifié dans sa note d'accompagnement, c'est que l'association devra traiter les éventuels doubles financements sur salaire qui pourraient résulter de cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'État sera attentif à travers les contrôles qu'il va diligenter en 2021 via l'URSSAF ou la direction du travail, sur le fait que des associations peuvent, selon toutes les aides dont elles vont bénéficier 2 fois pour les mêmes charges, soit à travers la subvention maintenue, soit à travers les allocations d'activité partielle, bénéficier 2 fois des mêmes d'aides sur la même nature de charge, notamment sur les salaires. Parce que lorsque vous avez des salariés pour lesquels que j'ai mis en chômage partiel et pour lesquels j'ai obtenu des allocations d'activité partielle, alors que par ailleurs, ces salaires sont également pris en charge dans le cadre de subventions de fonctionnement des projets, et si j'ai obtenu le maintien de financement de ces projets, eh bien, je vais bénéficier de double financement. Et là, en 2021, eh bien, l'État, à travers ses contrôleurs, demandera la restitution des doubles financements perçus par les associations. Donc, il convient d'anticiper, lorsque vous allez arrêter votre bilan 31 décembre 2020, en calculant ces doubles financements et en les comptabilisant correctement comme des dettes envers l'État. Voilà ce que je voulais vous dire, surtout pour bien vous sensibiliser en termes de préparation au compte au 31 décembre 2020. Pour terminer, juste une nouvelle qui est tout à fait récente, puisqu'elle date d'hier, puisque avec le Covid, on est véritablement en temps réel. Une première ordonnance qui datait du 25 mars 2020 avait permis aux associations de différer la réunion et les délibérations des assemblées et organes dirigeants des personnes morales, c'est-à-dire les assemblées générales et les conseils d'administration, de les différer jusqu'au 31 juillet 2020. Un décret avait permis ensuite de reporter cette date jusqu'au 30 novembre 2020. L'arrivée de la deuxième période de confinement a amené ces associations à se trouver dans l'embarras parce qu'elles tenaient absolument à ce que les assemblées se tiennent physiquement. Et du coup, l'État a pris donc une ordonnance qui a été publiée hier matin, donc le 2 décembre 2020, qui proroge à nouveau la possibilité pour ces associations de tenir leurs assemblées jusqu'au 1er avril 2021. Donc, retenez cette possibilité que vous avez. Donc, ce qui veut dire que des comptes arrêtés au 31 décembre 2019, pour lesquels l'Assemblée générale n'aura toujours pas été tenue, vous avez jusqu'au 1er avril 2021 pour tenir physiquement votre Assemblée générale. Par contre, vous avez toujours la possibilité de tenir ces assemblées générales par voie électronique ou par écrit, d'une manière distante. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous ai rappelé ici les caractéristiques de l'ordonnance du 25 mars 2020
avec le champ d'application. Ça concerne les associations, fondations et fonds de dotation. On peut tenir cette assemblée générale par téléphone, visioconférence et indirectement. Alors, bien évidemment, les mêmes conséquences concernent le délai de publicité de ces comptes qui sont également impactés, puisque tant que l'Assemblée générale ne s'est pas tenue, on ne peut pas faire la publication de ces comptes pour celles qui sont concernées sur le site de la DIA. Voilà. Je vous ai appris ici comment organiser son Assemblée générale en termes de convocation et tenue de l'Assemblée, réunion tenue à distance possible pour les associations, les décisions prises par l'organe compétent, tous les sujets peuvent faire l'objet de délibération lors de ces assemblées générales, les procès-verbaux, les moyens techniques qui doivent assurer une bonne communication, c'est-à-dire que lorsqu'on tient une assemblée générale à distance, il faut s'assurer que tout le monde peut avoir accès au vote et les conditions de vote, voilà, donc effectivement, qui peuvent être propres à chaque association, soit elles sont prévues, soit on va s'assurer que les associations, que les membres de l'association peuvent s'exprimer d'une manière démocratique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces assemblées. En ce qui concerne les reports de délai, ça concerne bien sûr l'approbation des comptes et les convocations de l'Assemblée chargée de procéder à cette approbation. Pour les subventions, je vous en ai parlé tout à l'heure, puisqu'elles sont visées par la circulaire du Premier ministre. En conclusion, toujours ayant à l'esprit la communication et la transparence financière, notamment de documenter les décisions prises par les organes de gestion en matière de trésorerie, sur les reports d'échéance d'emprunt lorsque vous en bénéficiez. Donc, il faut les transcrire aussi bien dans vos conseils d'administration que dans l'annexe aux comptes annuels. La révision des plans de trésorerie et des programmes d'investissement, l'impact sur la continuité d'exploitation et les mesures prises, c'est essentiel de démontrer que vous avez toujours en tête ce souci. Je vous rappelle que la continuité d'exploitation doit vous permettre de vous assurer que sur les 12 mois qui suivent, vous allez être en mesure de payer vos charges et vos dépenses. La révision des contrats et garanties qui est prégnante en cette période. Et en termes de communication financière, vous assurez de la formulation de la réduction de l'annexe des comptes annuels. Vous m'avez suffisamment entendu l'exprimer depuis une heure, soit à travers l'annexe, soit à travers le rapport d'activité de gestion. Et puis, n'oubliez pas effectivement de rassurer votre environnement, que ce soit les membres, les tiers, les banquiers, les financeurs, avec des perspectives d'avenir concernant votre association. Voilà, je termine avec un petit peu de communication sur les supports concernant donc l'ordre des experts comptables, mais vous allez le retrouver également sur le stand de l'ordre des experts comptables. Vous avez un dossier spécial coronavirus dédié au Covid-19 du CSO, le petit fascicule de la réglementation comptable des associations et fondations sur le nouveau plan comptable, avec un guide d'application. Là, ici, on démontre l'édition 2019, mais vous allez avoir une édition 2020 qui devrait être publiée en format électronique sur le site de l'ordre la semaine prochaine. Et de même également a été publié cette semaine pour compléter ce petit fascicule, un fascicule sur justement la rédaction de l'annexe aux comptes annuels de l'association, respectant les règles du règlement ANC 2018-06 relatif au nouveau plan comptable des associations et fondations. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant, si vous avez quelques questions, de revenir vers moi. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Je suis à votre écoute. Suzy, tu m'entends?
S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe la parole à M. Smith. Oui. Je peux prendre la parole? Marie-Frédérique Lordino, bonjour. Vas-y, Marie-Frédérique. Oui, bonjour à tous. Je voulais simplement remercier Philippe Biguet pour cette très bonne présentation qui me semble nous apporter pas mal de précisions pour ces productions de comptes. Je voulais simplement aussi poser comme question à savoir, est-ce que la demande de report se fait toujours habituellement, c'est-à-dire auprès du TGI, il y a un aspect particulier? Alors non, justement, l'ordonnance nous permet donc d'effectuer librement les reports de convocation aux assemblées et conseils d'administration sans être obligé de passer par la procédure du tribunal judiciaire. Hein. Très bien. Voilà. Merci pour la précision. Oui, allô? Oui, oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, ça concerne à nouveau la possibilité qu'ont les associations de reporter la tenue de leur assemblée générale. Nous, effectivement, nous avons eu quelques petits soucis, sauf que nous souhaitons le faire dans les meilleurs délais, sauf que notre tête de réseau, c'est-à-dire notre fédération, nous impose de tenir notre assemblée générale dans des délais. Le mode de réunion disons, du style visioconférence est assez difficile compte tenu du niveau, je dirais, d'équipement global de nos membres. Est-ce qu'on peut passer outre, je dirais, est-ce que nous pouvons passer outre de l'obligation faite par la tête de réseau, c'est-à-dire la fédération, ou donc simplement l'ordonnance s'applique à nous sans aucune contestation? Alors, l'ordonnance s'applique à toute association, loi 1901. Après, je ne connais pas les dispositions statutaires qui sont inscrites dans vos statuts. Il faudrait regarder dans vos statuts, mais normalement, que ce soit inscrit ou non dans vos statuts, l'ordonnance vous donne toute liberté pour vous adapter aux conditions qui sont les meilleures pour vous aujourd'hui, hein, les plus possibles pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez trois possibilités. Vous avez la consultation écrite, vous avez l'AG par conférence téléphonique ou visioconférence, et vous avez l'AG à huis clos. Hein. Donc, parmi ces trois possibilités, l'AG par consultation écrite, ça c'est une nouveauté justement de l'ordonnance qui a été publiée hier matin. Elle n'était pas possible avant pour les associations. Et justement, l'ordonnance d'hier matin étend cette possibilité aux associations. Donc, ce n'est pas en fait, en réalité, une assemblée générale dans le sens où il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de procès-verbal, mais l'organe compétent pour vous convoquer l'assemblée générale peut décider que les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale sont prises par consultation écrite des membres. Alors, l'organe compétent, c'est le conseil d'administration. Hein. Et pour le modus operandi, eh bien, là, on attend un décret. Donc, il manque encore un petit plus au dispositif pour savoir comment ça va bien fonctionner. Il y a un décret qui devrait nous préciser comment ça fonctionne, mais en gros, on envoie un texte aux membres qui répondent, enfin, qui ont un délai assez long pour pouvoir répondre aux délibérations qu'on leur propose. Hein. Donc, en fait, c'est envisagé un peu comme une modalité de vote dans le rapport du président. Et ça, je trouve que c'est pas mal.
je ne sais pas ce que va dire le décret, mais normalement, le décret devrait nous donner quelques aménagements pratico-pratiques sur ce principe de consultation écrite, mais c'est une ouverture que nous donne l'ordonnance d'hier matin et que nous n'avions pas dans l'ordonnance du 25 mars 2020. Et ça va être vraiment pratique. Et je pense que ça correspond, ça devrait régler un peu votre problématique. Hein? Ok, bien. Je vous remercie pour votre réponse. Je pense que nous allons nous orienter, une fois que nous aurions sous les yeux les éléments du décret et les éléments d'application, je pense que ce sera la solution. C'est la solution la plus raisonnable et la plus facile dans le contexte que nous sommes. Oui, certainement. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Sinon, je vous propose qu'on passe la parole à M. Smith. Je vous remercie, Monsieur Philippe Gay. Oui. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation des mesures de soutien dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, je vais quand même partager l'écran. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage, Monsieur Gay, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Voilà. Vous avez la main. Voilà. Donc, je suppose que tout le monde voit le diaporama. Donc, je suis Frank Smith, responsable du service Front Office et offre de services du service recouvrement, donc l'UOSAF de la Caisse générale de sécurité sociale. Et je suis aussi correspondant DSN. Donc, mon intervention se bornera sur une mise en lumière de mesures exceptionnelles de soutien à l'économie et donc un point sur ces dispositions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement suite au Covid-19. Alors, tout d'abord, préciser que les mesures qui ont été mises en place prennent trois formes. Donc, même si M. Philippe Gay, dans sa présentation, est déjà un peu revenu sur ces mesures de soutien, là, nous allons essayer de rentrer un peu plus de façon technique avec le temps qui nous est imparti pour bien comprendre les conditions et les cibles pour bénéficier de ces mesures de soutien. Donc, je disais qu'elles prennent trois formes: une exonération Covid et une aide au paiement des cotisations, des plans d'appurement exceptionnels et des remises exceptionnelles de dettes. Alors, quand même, il faut rappeler que, bon, juste une précision pour ceux qui nous écoutent. Donc, bien faire la distinction entre l'exonération et le paiement. Donc, concernant l'exonération, il s'agit de minorer le montant dû, tandis que l'aide au paiement, c'est le fait de donner au bénéficiaire des moyens lui permettant de régler le montant qui est dû. Et concernant le plan d'appurement, donc là, il s'agit d'un échelonnement du paiement sur la base d'un échéancier qui est proposé et qui est négocié avec le cotisant. Alors, je vais quand même rappeler ce qui avait déjà été mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Tout d'abord, le gouvernement avait prévu des reports de cotisation pour tous les employeurs qui étaient en difficulté. Donc, sous trois volets. Donc, tout d'abord, les exigibilités de mars à juin, avec le report des cotisations, y compris la part patronale, donc la part salariale et la part patronale. De juillet à août 2020, donc la mesure d'accompagnement consistait en un report de la part patronale. Et pour l'exigibilité de septembre 2020, donc le principe, c'était le paiement des cotisations courantes et donc avec un report possible en fonction de certains secteurs. Donc ça, c'est ce qui avait été décidé dans l'urgence depuis le démarrage en fait, de la crise sanitaire. Alors, concernant la première exonération partielle des cotisations, donc la première forme de soutien, nous verrons d'abord qui est concerné, quelles sont les conditions pour bénéficier et les modalités déclaratives que l'employeur devait effectivement respecter pour pouvoir bénéficier de ces mesures. Alors, concernant les cibles, pour l'exonération partielle, il s'agissait des employeurs de moins de 250 salariés, donc avec une période comprise entre
le 1er février au 31 mai 2020. L'aspect important de l'activité principale donc, devait être dans l'un des secteurs suivants. Donc, le tourisme, hôtel, café, restaurant, culture, sport, transport aérien et événementiel, comme vous le voyez sur la diapo, ou une activité étroitement liée à celle des entreprises précitées avec une importante baisse de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça, c'était pour les employeurs de moins de 250 salariés. Concernant les employeurs de moins de 10 salariés, donc la période du 1er février au 30 avril 2020, il s'agissait principalement donc des secteurs d'activité où il y avait l'accueil du public, la fermeture de l'accueil du public jusqu'au 11 mai, donc jusqu'à la fin du confinement. Donc ça, c'était pour l'exonération partielle des cotisations qui étaient concernées. Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération partielle. Alors, bien évidemment, il y avait un caractère d'exclusion pour certains employeurs qui n'étaient pas éligibles, dont les SCI, les établissements de crédit et les sociétés de financement. Alors, une condition, c'était l'appréciation de l'effectif au 1er janvier 2020, sans application des effets de neutralisation de seuil. L'activité également principale de l'employeur pour déterminer le secteur d'activité, puisque sachant que certains employeurs ont plusieurs activités. Une condition également de perte de chiffre d'affaires de 80% ou 30% selon les modalités d'appréciation que nous verrons ci-après. Et enfin, des modalités particulières d'appréciation des conditions pour les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs. Donc, d'autres conditions pour bénéficier de cette exonération partielle, bien évidemment, l'absence de condamnation pour travail dissimulé, donc au cours des 5 dernières années, une limite au niveau du montant, donc 800 000 € en cumul avec les deux paiements. Et pour la pêche, les secteurs pêche et aquaculture spécifiquement, ce montant est de 120 000 €. Voilà. Donc, concernant les périodes d'emploi adaptées, donc il faut effectivement qu'il y ait une interdiction d'accueil du public prolongée, du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédent, celui de l'autorisation d'accueil du public. Concernant la perte du chiffre d'affaires, donc il faut retenir certains critères, donc, puisque nous parlions de 80% et de 20%. Alors, la baisse du chiffre d'affaires d'au moins 80%, c'est sur la période du 15 mars au 15 mai, mais par rapport à la même période de l'année précédente, ou par rapport à 2 mois de chiffre d'affaires moyen 2019. Mais il y a un autre critère également dans cette baisse de chiffre d'affaires, c'est également 80% au moins, mais pour les entreprises créées entre le 16 mars 2019 et le 9 mars 2020, c'est par rapport au montant moyen du chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise jusqu'au 15 mars 2020. Donc, calculé sur 2 mois. Autre condition pour la perte de chiffre d'affaires, c'est si la baisse du chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai par rapport à la même période du 15 mars au 15 mai 2019 représente au moins 30% du chiffre d'affaires 2019 ou du chiffre d'affaires 2019 ramené sur 12 mois pour les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019. Concernant l'activité principale pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations, donc elle se détermine au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus. Bien noter, c'est que l'activité qui est prise en compte pour l'exonération, c'est l'activité réelle, donc le code NAF, évidemment, ou alors la détermination avec le chiffre d'affaires, notamment l'effectif. Si effectivement des entreprises ont des établissements distincts, des activités différentes, donc on appréciera l'activité principale au niveau de l'établissement et la condition d'effectif restera analysée au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'était le focus sur l'activité principale. Qui est concerné par l'exonération? Quelles sont les cotisations? Ce sont les cotisations qui entrent dans le champ de la réduction générale, non compris la retraite complémentaire. Et ce sont des cotisations qui restent dues après l'application de la réduction générale ou toute autre mesure d'exonération, comme pour ce qui nous concerne, la LODEOM. Alors, quelles cotisations
sont concernés. Donc, ce sont les cotisations pour les cotisations patronales. Bon, c'est tout ce qui est assurance vieillesse, maladie, invalidité, décès, allocation familiale, les cotisations AT, accident du travail, les maladies professionnelles, les contributions d'assurance chômage, en fait, les contributions habituelles versées lors de la transmission de la DSN. Et bien sûr, la contribution au FNAL. Toutes ces cotisations donc, sont concernées pour l'exonération. Comment il fallait déclarer pour bénéficier de cette exonération? Donc, des fiches consignes étaient disponibles dans le cadre du remplissage de la DSN, dont particulièrement la fiche consigne 2324, qui indique pas à pas comment effectivement mettre les éléments, renseigner les éléments au niveau de la DSN. Cette DSN devait être déposée au plus tard le 31 octobre 2020. Et donc, il fallait également avoir déclaré l'exonération COVID selon les modalités définies par une fiche consigne également qui était disponible sur le site URSSAF et sur le site DSN. Le code qui avait été retenu pour cette exonération était le code 667. Donc là, c'était rapidement l'exonération partielle des cotisations. Donc la première forme, je disais, pour résumer, c'est la première forme de la mesure de soutien, c'était l'exonération partielle des cotisations. Une deuxième mesure était une aide au paiement des cotisations patronales. Donc, tout d'abord, nous verrons, comme pour la forme précédente, qui est concerné, les conditions et les modalités déclaratives. Alors, qui est concerné par cette aide au paiement des cotisations patronales? Alors, il s'agit des employeurs qui étaient éligibles à l'exonération COVID. Donc, le montant est précisé ici, 20% du montant des revenus d'activité auxquels s'applique l'exonération COVID pour bénéficier de l'aide au paiement. Alors, il s'agit des périodes de février à mai. Alors, nous verrons tout à l'heure que cela a été prolongé par rapport au reconfinement. Alors, je disais qu'il s'agit des périodes de février 2020 à mai 2020 ou des périodes de février à avril 2020 pour ceux qui ont moins de 10 salariés. Toujours dans la limite de 800 000 € en règle générale et 120 000 € pour la pêche et l'aquaculture. Et donc, au niveau techniquement, il s'agit d'une imputation sur l'ensemble des sommes dues aux URSSAF au titre de l'année 2020, après qu'on ait appliqué l'exonération COVID et les autres exonérations, qu'elles soient totales ou partielles. Alors, une spécificité concernant les mandataires sociaux, mais je ne vais pas trop m'y attarder en fait. Donc, le montant, il y avait un montant d'aide forfaitaire variable selon le secteur d'activité pour les mandataires. Donc, vous voyez sur la diapo les montants concernant en fonction du nombre de salariés, 2400 pour les moins de 250 et 1800 € qui avaient été décidés pour ceux qui avaient moins de 10 salariés. Les modalités déclaratives en DSN, donc là aussi des codes types particuliers devaient être utilisés. Donc le code type 51. Donc cette assiette devait être déclarée en une seule fois. Et donc certains cas particuliers des entreprises éligibles aux mesures pour des périodes d'emploi postérieures à mai 2020. Donc ça c'était des cas particuliers. Alors, deux possibilités. Si l'employeur était à jour de ses cotisations, donc déduction des cotisations dues sur l'échéance courante. Donc ça, c'est l'application concrète. Si l'employeur, dans l'autre cas, a utilisé la faculté de report des paiements, donc l'URSSAF impute l'aide sur les cotisations reportées et notifie l'utilisation du reliquat ou de l'aide. Voilà. C'est en fonction du fait que l'employeur était à jour ou ne l'était pas antérieurement. Troisième forme, donc, qui était en résumé, je disais, donc, première forme, je vous ai dit, c'était l'exonération partielle ou totale. Deuxième forme que nous venons de voir, donc, l'aide au paiement des cotisations, ça c'était la troisième forme. Et la troisième forme, le plan d'appurement des dettes. Donc là aussi, les employeurs qui pouvaient bénéficier de ce plan d'appurement, donc c'était tous les employeurs débiteurs de cotisations et contributions à la date du 30 juin 2020. Les cotisations et contributions sociales constatées au 30 juin, y compris la part salariale, donc ce que nous avons vu au début, et après prise en compte de l'aide au paiement de l'exonération COVID.
Concernant les grandes entreprises, bon, ce n'est pas notre cas, mais il y avait une absence de décision de versement de dividendes ou de rachat d'actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020. Alors, le plan d'appui de dette, comment il fonctionne? Donc, il était à l'initiative des organismes de recouvrement avant le 30 novembre. Aux entreprises de moins de 250 salariés, donc c'était un plan qui était réputé accepté s'il n'y avait pas une réponse dans un délai d'1 mois. Et donc, sur le site yousaf.fr, il avait été laissé la possibilité de renégocier le plan dans le dossier cotisant en ligne, donc le dossier cotisant du client, de l'employeur, sur le site yousaf.fr. Alors, ça, c'est à l'initiative de l'URSSAF, mais il y avait aussi le fonctionnement par rapport à une demande de l'employeur. Donc, ça, c'était quel que soit l'effectif, là également avant la date du 30 novembre. Et donc, subséquemment, le respect du plan entraînait la remise des majorations de retard, des pénalités sur toutes les dettes. Pour la remise partielle de dettes, qui pouvait bénéficier? Tous les employeurs de moins de 250 salariés, évidemment qui ne bénéficient pas de l'exonération Covid et de l'aide au paiement, qui avaient conclu un plan d'apurement et qui étaient à jour des obligations de déclaration et paiement au 1er janvier 2020, autrement dit avant l'entrée en confinement, avant le Covid. Et bien évidemment, avec une absence de dette ou de plan d'apurement conclu, et respecté au 15 mars 2020. La condition de condamnation pour travail dissimulé, qui est une condition importante, donc également. Donc ça veut dire n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour travail dissimulé pour bénéficier de toutes ces aides. En règle générale, pour bénéficier de quelle que soit l'aide au niveau de l'URSSAF, il faut ne pas avoir effectivement fait l'objet de condamnation pour travail dissimulé. Ça, c'est une règle fondamentale. Donc, pour bénéficier d'une réduction d'activité, donc autrement dit, l'entreprise a une réduction d'activité d'au moins 50% entre février et mai. Et c'est calculé par rapport à la période précédente, à 2019. Donc, cette réduction est appréciée également selon les règles du Fonds de solidarité. Et donc, il faut effectivement que ces entreprises aient été particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Une autre condition, c'est qu'il faut avoir remboursé les cotisations et contributions salariales incluses dans le plan. Fonctionnement de la remise partielle de dettes. Donc, une partie des dettes et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité de février à mai. Cette remise de dette ne s'applique pas aux cotisations salariales qui étaient dues au titre d'autres périodes. Et donc, c'est une remise de dette qui est accordée par le directeur avec un montant maximal de 50% des cotisations dues. Voilà. Donc en résumé, par rapport à ce que je voulais vous donner comme information, c'est que les mesures proposées par le gouvernement, donc appliquées par la branche URSSAF, donc sont toujours en vigueur par rapport au confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du... Je vais arrêter le partage. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le nouveau document. Donc, par rapport au confinement, donc, pour tenir compte des nouvelles mesures de restriction sanitaire, donc, nous avons mis en place des nouvelles mesures pour accompagner la trésorerie des entreprises. Donc, pour les employeurs, là, à l'heure actuelle, donc, ils pouvaient reporter tout ou partie de leur cotisation salariale et patronale pour les échéances des 5 et des 15 novembre. Donc, en fait, bien noter que même si effectivement on fait le report du paiement, mais il est quand même important de déclarer, que la déclaration en fait soit faite à la date prévue. Parce qu'on insiste bien sur le fait que les deux ne sont pas liés. Ce n'est pas parce qu'il y a une impossibilité de payer qu'il ne faut pas déclarer. Donc, on insiste bien sur le fait que l'aide, l'accompagnement, c'est sur le paiement, mais sachant que la déclaration, quand même, il est important qu'elle soit déposée à la date prévue. Alors, là, dans ce cas-là, les cotisations également
le report vaut également pour les cotisations de retraite complémentaires. Alors, il existe un formulaire sur le site ursaf.fr que l'on peut remplir pour faire une demande préalable. Et comme je le disais tout à l'heure, sans réponse de l'URSSAF, cette demande est considérée comme acceptée. Alors, comment ça va se passer? Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées et la CGSS, le service, la branche recouvrement, contacte après les employeurs pour leur proposer un plan d'apurement de leurs dettes. Donc, pas de pénalité, ni de majoration de retard, pas d'application de majoration et de pénalité de retard en l'espèce. Donc, voilà en gros les mesures, les formes comprises, l'accompagnement qu'a mis en place le service recouvrement de la Caisse générale pour essayer d'accompagner les entreprises. Donc, vu que par rapport au confinement, c'est vrai que ces mesures ont été remises en d'actualité. Et donc, je reste à l'écoute si vous avez des questions par rapport à la mise en place concrète de ces mesures exceptionnelles. Voilà, Monsieur Gay, j'ai terminé concernant la présentation des mesures. Très bien, merci pour cette présentation concise et malgré tout bien détaillée, parce que c'est vrai que c'est assez complexe et il y a beaucoup de cas particuliers. Donc, on peut revenir maintenant si vous avez des questions de la part du public. Là, je regardais les conversations également par chat. Donc, n'hésitez pas, allez-y si vous avez des questions sur les deux interventions. Il nous reste encore quelques minutes, tant pour M. Smith que pour moi-même. Sinon, effectivement, donc j'ai vu qu'il y avait une question sur les documents. Suzy, je pense que les supports sont adressés ensuite. Mets ton micro parce qu'on n'entend pas. Oui, je vous le confirme, les supports seront adressés ultérieurement. Et nous avons eu des instructions de la DGSCS disant que chaque conférence sont enregistrées et podcastées pendant encore quelques jours. Donc, les gens peuvent revenir sur le site pour réécouter et revoir. Très bien. Bah, écoutez, donc s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous et bonne journée pour les autres ateliers auxquels vous vous êtes inscrits. Et donc, je vous souhaite un bon forum des associations. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à demain matin pour un autre atelier sur les pieds de la pérennité des associations animé avec Marie-Frédérique Landino. Et j'invite les personnes aussi à visiter notre stand virtuel sur lequel vous allez retrouver des informations complémentaires sur la mission de l'expert comptable et du commissaire aux comptes et aussi la liste des experts comptables et des commissaires aux comptes et notamment une vidéo que nous avions faite il y a l'année dernière sur l'exercice illégal de la profession. Donc, je vous invite à la regarder et avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Monsieur Smith, Monsieur Gay, Madame Landino, à bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Très bien. Super.